161 milliards de francs CFA de revenus générés en 2019 par le secteur extractif au Sénégal. Les paiements destinés aux fournisseurs évalués à 891 milliards, dont 216 milliards nationaux. L'ITIE a présenté hier les résultats de son rapport. L'organisation recommande une réhabilitation et un réaménagement des sites d'exploitation pour l'année prochaine. On voit cela dans ce compte-rendu signé Maïmouna Ndiaye et Diaparaba. La deuxième vague du coronavirus a envahi la commune de Dara. En effet, 6 personnes sont sous traitement. C'est la raison pour laquelle la mairie est fermée. La révélation est faite par le médecin-chef du district sanitaire de Dara. Donc en moins d'une semaine, le district sanitaire de Dara a enregistré 6 cas de Covid. Et pour rappel, le district sanitaire de Dara faisait partie des rares districts qui, jusqu'à un temps récent, n'a pas enregistré de cas. Et en une semaine, 6 cas de L'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal présente son 7e rapport des revenus en 2019 dans le secteur estimé à 161 milliards de francs CFA. Ce qui correspond à une contribution du secteur extractif de 5,3%. Un peu plus que l'année dernière, mais c'est dire que ce n'est pas encore le secteur extractif qui vraiment mène l'économie du Sénégal et que nous espérons qu'avec les découvertes que nous avons de pétrole et de gaz, cela ira encore mieux. Pour mieux faire, il faut donc booster la part des nationaux. Il a montré qu'il y avait encore des insuffisances, notamment par rapport aux données des entreprises d'État, aux bénéficiaires effectifs et aux conditions d'octroi. Nous le disions, c'est un secteur assez pointu. Mais nous devons donc augmenter les capacités de tous nos nationaux, en tout cas de tous ceux qui aspirent à jouer un rôle dans ce secteur, pour que nous puissions avoir des retombées encore plus importantes au niveau national. Le secteur extractif emploie près de 8000 personnes. Par conséquent, le Comité national de l'ITIE veut faire de 2021 une année de revalidation du Sénégal. Merci à vous, Maïmouna Ndiaye. Justement, ce sera l'objet plutôt de la chronique de Souleymane Niang. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Le Conseil des ministres qui adopte la loi du 29 avril relative à l'état d'urgence et à l'état de siège, selon nos confrères de Libération. Cette modification vise également à élargir l'application de cette loi liée aux catastrophes naturelles. Une bonne chose selon Alioune Tine, le patron d'Africa Jump Center, que je vous propose d'écouter. L'état d'urgence, le couvre-feu, franchement, qui sont des moments où on suspend pratiquement les libertés fondamentales des gens, où on légifère par ordonnance, ça veut dire où pratiquement les différentes institutions pratiquement sont suspendues. On l'a connu ici avec la Covid. Si nous nous arrangeons pour avoir une démocratie apaisée, une démocratie délibérative, participative, où les citoyens sont toujours consultés, où ils donnent leur avis, il est extrêmement rare, vraiment, qu'il y ait des circonstances où vraiment les gens appliquent les législations d'exception. Sauf vraiment quand on dit des catastrophes naturelles ou des trucs comme ça, où vraiment les gens ont besoin de prendre des mesures très rapidement et de prendre des décisions très rapidement. Donc nous attendons à ce qu'il y ait quand même beaucoup plus de flexibilité et vraiment que ce soit véritablement dans des circonstances exceptionnelles où on peut avoir recours vraiment à ces mécanismes, à ces outils. Plusieurs dizaines de milliards, c'est le montant perdu par les acteurs culturels depuis le début de la pandémie du coronavirus. Et Deguchi du positif Black Soul demande aux autorités de revoir leurs copies, notamment les décisions prises afin de permettre à la culture de se relancer. Ils étaient dans nos locaux hier et ils ont rencontré nos reporters Jérôme Ndiaye et Diafaraba. Au Mali, la milice d'autodéfense d'Anna Ambassago additionne
Toutes nos excuses, certainement nous y reviendrons dans le journal en Wolof. Covid-19 et l'école sénégalaise, la COSYDEP, tire la sonnette d'alarme. L'organisation appelle les autorités éducatives à renforcer davantage les dispositifs sanitaires dans les établissements scolaires. La structure dit constater un déficit de table-banc dans les classes, ce qui rend difficile la distanciation physique dans ces écoles. Chermbo, son coordonnateur, qui en parle au micro d'Ibrahim Khan et Younous Diatta. Massif des enfants à l'école, 4 millions. 4 millions, pour vous donner une idée, ça représente un quart de la population sénégalaise. Et donc nous pensons aujourd'hui qu'il urge de tenir compte de cela et d'accompagner davantage et mieux cette forte population donc, qui fréquente le système éducatif. Deuxième constat, c'est évidemment le déficit en matériel sanitaire dans les écoles avec la deuxième vague, mais ensuite le déficit en personnel enseignant et en table-banc. Et vous savez que ces deux éléments rendent difficile la distanciation physique. Or, avec la Covid, nous devons évidemment veiller à ce qu'il y ait en tout cas qu'on évite tout ce qui est promiscuité. Alors tout cela, si nous le mettons en rapport avec l'annonce officielle de la deuxième vague liée donc à la pandémie de la Covid-19, nous pensons qu'il est essentiel, important, urgent que l'on puisse prendre des dispositions pratiques, pertinentes, qui permettent en tout cas de protéger davantage l'école. En quoi faisant, nous avons mis sur la table au moins 4 propositions. Là, parmi les constats, c'est qu'il y a un retour massif des enfants à l'école. 4 millions. 4 millions, pour vous donner une idée, ça représente un quart de la population sénégalaise. Et donc nous pensons aujourd'hui qu'il urge de tenir compte de cela et d'accompagner davantage et mieux cette forte population donc, qui fréquente le système éducatif. Deuxième constat, c'est évidemment le déficit en matériel sanitaire dans les écoles avec la deuxième vague, mais ensuite le déficit en personnel enseignant et en table-banc. Et vous savez que ces deux éléments rendent difficile la distanciation physique. Or, avec la Covid, nous devons évidemment veiller à ce qu'il y ait en tout cas qu'on évite tout ce qui est promiscuité. Alors tout cela, si nous le mettons en rapport avec l'annonce officielle de la deuxième vague liée donc à la pandémie de la Covid-19, nous pensons qu'il est essentiel, important, urgent que l'on puisse prendre des dispositions pratiques, pertinentes, qui permettent en tout cas de protéger davantage l'école. En quoi faisant, nous avons mis sur la table au moins 4 propositions. Là, parmi les constats, c'est qu'il y a un retour massif des enfants à l'école. 4 millions. 4 millions, pour vous donner une idée, ça représente un quart de la population sénégalaise. Ouf de soulagement pour les acteurs du football. Le ministère de l'Intérieur, en effet, a accepté d'assouplir les restrictions au protocole sanitaire, sera soumis donc aux acteurs pour le démarrage à date échue de la nouvelle saison de football au Sénégal. Et puis Génération Foot qui enrôle le fils de Pape Bouba Diop, Aaron Diop, va intégrer l'académie de Denis Biram Ndao où il va allier sport et études. Sa famille, en compagnie du ministre des Sports, Matarba, a visité hier les installations de la structure filiale du FC Metz au Sénégal. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction la Guinée, avec le camp de Cellou Dalein Diallo qui a été endeuillé. Un opposant donc, Cellou en fait, guinéen, en détention depuis septembre à Conakry, est mort dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 décembre. Roger Bamba, la quarantaine, était un membre de la cellule de communication responsable des jeunes de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, de Cellou Dalein Diallo. Bamba est mort quelques heures après son transfert à l'hôpital de la capitale. Il avait été arrêté après avoir échangé des messages sur la situation politique du pays, selon sa femme qui accuse d'ailleurs les autorités de maltraitance et de crimes d'État. Au Mali, la milice d'autodéfense d'Anna Abba-Sougou, constituée de chasseurs traditionnels d'Ozo, demande aux autorités maliennes de transition dans une vidéo enregistrée le 16 décembre de renforcer la présence de l'armée dans le Dogon. Plus de détails avec Thioro Ndiaye.
Au Mali, la milice d'autodéfense d'Anna Ambasagou, constituée de chasseurs traditionnels d'Ozo, que l'État malien avait pourtant officiellement dissoute l'année dernière, demande aux autorités maliennes de transition, dans une vidéo enregistrée le 16 décembre, de renforcer la présence de l'armée dans le pays d'Ogon. Elle lance même un ultimatum au gouvernement. Un message véhément qui traduit aussi un certain affaiblissement. Hache sur l'épaule et lunettes de soleil sur le nez, Youssouf Toloba s'adresse directement au président de transition. Le chef chasseur reproche à l'armée malienne d'avoir déserté le cercle de Bankas après l'attaque du camp de Sokourou où 11 soldats ont été tués par AQMI au mois d'octobre. Dit-il, si les militaires ne reviennent pas d'ici le 20 décembre, il rejoindra personnellement les rangs des djihadistes ou ceux des indépendantistes de l'Azawad. Une provocation à comprendre puisque ces groupes sont ses ennemis jurés. De nombreuses organisations, à commencer par Human Rights Watch, reprochent aux autorités maliennes non seulement d'avoir utilisé, voire créé cette milice, mais de ne pas avoir enclenché de procédures judiciaires à l'encontre de ses membres, à commencer par son chef militaire, Youssouf Toloba, qui demeure libre de ses paroles et de ses mouvements. Merci. Près d'une semaine pour parler du Nigeria, près d'une semaine après leur enlèvement dans un établissement scolaire du Nord, 340 adolescents ont été remis aux forces de sécurité gouvernementales, a annoncé le gouverneur de l'État de Katsina. L'enlèvement a été revendiqué par le groupe terroriste Boko Haram. En France, le président français Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 hier, après avoir eu des symptômes, a annoncé le palais présidentiel de l'Élysée. Le chef d'État français s'isole pour 7 jours. De nombreux autres responsables politiques nationaux et internationaux se sont immédiatement placés à l'isolement après des contacts avec lui, dont les premiers ministres français, espagnols et portugais. Brigitte Macron, quant à elle, a été testée négative. France, toujours, les députés ont finalement eu le dernier mot ce jeudi, faute d'accord avec les sénateurs sur un texte commun. Maintenant, la France a 1 an pour remettre au Bénin les 26 œuvres du trésor de Béhanzin. Le sabre dit El Hadji Omar Foutiyou, donc le sabre d'El Hadji Omar Tall, fondateur de l'Empire Toucouleur, a été déjà restitué au Sénégal. Un récit d'Abdou Diouf Diagne. Ça a été adopté ce matin à la quasi-unanimité, 48 voix pour, aucune contre et seulement 2 abstentions. La discussion a été rapide, elle n'a même pas duré 1 heure. Un quasi-consensus donc autour de ce texte et de ces 2 articles qui stipulent les 26 œuvres du trésor de Béhanzin et que le sabre avec fourreau, dit El Hadji Omar, cesse de faire partie des collections nationales françaises à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Malgré cela, l'adoption de ce projet de loi n'aura pas été aussi rapide que prévu. En cause, la restitution par la France à Madagascar de la couronne ornant le dais royal de la reine Rana Vallona III. Une restitution survenue début novembre en plein débat au Sénat sur ce projet de loi, ce qui n'a pas été du goût des sénateurs, notamment de droite, qui ont reproché à l'exécutif de céder un bien culturel à un pays étranger sans demander son avis au Parlement. Depuis plusieurs mois, Cotonou travaille avec Paris à l'accueil de ses œuvres. La restitution devait avoir lieu d'ici la fin de l'année prochaine. Ces pièces seront d'abord exposées temporairement au Musée international de la mémoire et de l'esclavage de Ouidah, avant d'être définitivement transférées au Musée des Amazones et des Rois du Dahomey. Merci. Pour terminer, les États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage repartent à la hausse. Le chiffre des nouvelles inscriptions est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 795 000 nouveaux inscrits. Ce sont donc 90 000 chômeurs de plus que prévu. Cette hausse des démarches hebdomadaires indique que les suppressions d'emplois restent soutenues. Le pays est actuellement secoué par la pandémie. C'est tout pour cette page internationale, Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous, Mamadou Fall. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à vous, Mamadou Fall et Cheikh Tidiane Diaw, pour cette première tasse actu bien digeste. Retrouvons tout de suite Mortala Gaye pour la revue des titres.